Dans le monde des startups et du développement logiciel, on parle souvent de dette technique. Alors, derrière ce terme se cachent plusieurs concepts et potentielles opportunités. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est réellement la dette technique, avec un cas concret, et comment bien utiliser ce levier quand on monte une startup. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique, avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, parmi tous nos clients, et j'en ai un en particulier, que j'ai coaché durant les 2 dernières années. Du début, tout début, où ils ont embauché un seul ingénieur, jusqu'à aujourd'hui une équipe de 4 ingénieurs qui travaillent à temps plein. Et comme dans beaucoup de startups, il a fallu délivrer, créer une application le plus rapidement possible avec le budget le plus restreint possible. Et dans ce cas-là, il faut évidemment faire des concessions. Alors, parmi les concessions qu'on a décidées et les stratégies qu'on a utilisées, la première a été d'utiliser ce qu'on appelle un headless CMS. C'est simplement une structure logicielle pour la partie serveur qui est déjà existante et qui permet en clic de souris de structurer la base de données. Ça a été le premier choix qui a été assez judicieux. Deuxième choix a été de se concentrer sur délivrer plus de fonctionnalités le plus rapidement possible, beaucoup plus que finalement d'écrire du code long terme. En d'autres mots, au lieu d'emprunter un gros montant à la banque, tout simplement, on a emprunté au code et on a fait les choses de manière un peu rapide, un peu brouillon, et on s'est dit c'est pas grave, on recommencera, on améliorera plus tard. Et dans certains cas, il est même nécessaire de recommencer de zéro, et c'est d'ailleurs ce qu'on a dû faire pour cette startup. Alors, après environ une année de travail sur une première version, la version 0, l'équipe a restructuré une nouvelle base de données, changé complètement le modèle de données, a évidemment réutilisé des concepts qu'elle avait appris dans la première version, et ça a permis d'aller très vite et de recréer cette version 1 beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce que simplement, ils savaient quelles étaient les erreurs qu'ils avaient fait sur cette première version 0. Et s'ils avaient voulu créer dès le début une version 1 avec cette expérience-là, ça n'aurait pas été possible parce qu'ils n'avaient pas l'expérience de créer cette toute première version. Donc, le gros avantage d'utiliser la dette technique, il y en a en réalité 2. C'est de monter en expérience sur créer ce type de logiciel et deuxièmement, c'est d'avoir des feedbacks de nos clients le plus tôt possible. C'est ça le gros avantage d'utiliser la dette technique. Et ça, on ne peut pas l'avoir si on n'utilise pas la dette technique. Donc, maintenant que vous savez globalement ce qu'est la dette technique, on va regarder un peu plus en détail quels sont les leviers qu'on peut utiliser. D'abord, c'est sur le code, on en a parlé, mais c'est aussi potentiellement sur la documentation qu'on pourrait ne pas faire, sur un design qui peut être très basique pour démarrer, sur une architecture qui n'est pas du tout scalable. On pourrait avoir simplement un serveur sur un hébergeur classique, et puis on se dit, on reverra l'architecture, on grossira et on verra pour encaisser ensuite des milliers, des millions d'utilisateurs. C'est aussi le fait de ne pas forcément faire tous les tests et dire à nos clients, on est sur des versions bêta, voire alpha, et on sait qu'on a des bugs, et merci de nous les remonter, ça peut être intéressant. Et à partir du moment où vous avez une bonne relation avec vos premiers utilisateurs, c'est pas grave, vous pouvez avoir une interface qui n'est pas très jolie, vous pouvez avoir des bugs, ils comprendront à partir du moment où vous allez leur apporter de la valeur. Et c'est ça le plus important. La dette technique peut aussi être sur la partie standardisation. Typiquement, si vous êtes dans le milieu bancaire ou le milieu médical, si vous avez que 1, 2 ou 3 clients au début, potentiellement, vous pouvez faire l'impasse de répondre aux standards. Ça peut être aussi le fait de se dire, on accepte d'avoir des bugs, on le sait, on les a, n'utilisez pas telle fonctionnalité ou n'utilisez pas notre logiciel de telle manière parce qu'on sait que ça plante et on le corrigera dans la prochaine version. Donc, maintenant, vous pouvez penser peut-être, ouais, mais sur le long terme, ça va être galère. Comment je fais pour monter une startup ? Je vais perdre la face auprès de mes clients, etc. Et puis ça va être trop compliqué pour mes ingénieurs. Et vous avez raison. En fait, c'est comme dans la vraie vie, il ne faut pas trop s'endetter. Donc, ne comptez pas simplement sur tout mettre en quick and dirty, avoir une dette technique qui est trop importante dès le début parce qu'à un moment donné, ça sera irrécupérable. Et une fonctionnalité qui pourrait prendre peut-être 5 jours à développer va vous prendre 20 ou va vous prendre 30 jours de développement, juste tout simplement parce que la structure du code n'est pas bien pensée, elle n'est pas pensée pour du long terme. Donc au lieu de faire ça, ce que je recommande, c'est d'utiliser la dette technique, mais avec certaines limites, avec une limite de temps.
Et il va falloir planifier quel est le temps pour la version 0, le temps vers la version 1, etc., etc. Et ça veut dire que vous pouvez continuer d'utiliser la dette technique sur chacune des versions. Sur la version 1, ce n'est pas parce que vous allez refactoriser tout ça qu'on ne va pas se dire on va vite. Si on va vite et on se dira on a refactorisé, on a appris de notre expérience, on sait qu'on peut faire les choses rapidement et ce que l'on ne sait pas encore faire, ce n'est pas grave, on va reprendre un peu de dette technique et on le corrigera sur la version 2, sur la version 3, etc. Bon, je vois qu'ici j'ai marqué version 1, 2 et j'ai sauté la 3, bref, peu importe. Donc en conclusion, la dette technique, c'est une bonne chose pour les startups. Parce que ça nous permet d'aller plus vite, de ne pas emprunter trop à son banquier, et ça va nous permettre d'utiliser les leviers du code, de ne pas faire tout parfaitement dès le début, ne pas forcément faire toute la documentation, avoir un design un peu basique, une architecture simple, se contenter de faire des tests basiques également, et ne pas forcément répondre à tous les standards et accepter d'avoir certains bugs. Utiliser la dette technique, ça peut être aussi dangereux si vous ne faites pas attention à ne pas avoir trop de dettes. En réalité, la dette technique, c'est top pour les projets très innovants parce que ça permet d'avoir beaucoup de feedback de nos clients et beaucoup plus tôt. Mais il ne faut pas trop l'utiliser. Et aussi, techniquement parlant, par rapport à votre équipe de développement, si vous avez trop de dettes techniques, ça va les décourager et ça va être dur pour eux de vouloir faire le pas de passer à la prochaine version. Et ça, c'est vraiment le signe qu'il faut à un moment donné passer à la prochaine version, refactoriser. Sinon, après, vous allez vous ankyloser d'une certaine manière sur la version actuelle et ça sera trop dur d'en sortir. Et vos temps de développement vont s'allonger et ça sera vraiment compliqué. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou que vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.com. À très bientôt.